Je remercie tout d'abord Claudine Cohen et puis Nathalie Hennig pour leur invitation au séminaire du CRAL. Et je ne vous cacherai pas ma joie, mêlée d'une certaine appréhension, effectivement, à vous présenter, puisque vous êtes mes nouveaux collègues, vous présenter mes travaux. Un livre, effectivement, paraît ces jours-ci intitulé La musique au pas, être musicien en France sous l'occupation. C'est un livre d'histoire que j'ai soumis à la lecture exigeante de Nicolas Donin, un livre dont je vais vous parler de loin en loin. En tout cas, on rencontrera la lecture de ce livre à travers, je pense, les remarques de Nicolas. L'exercice me semblait d'autant plus intéressant de réunir une historienne dans la notion de discipline et un musicologue, parce que je pense que cet échange devrait laisser affleurer quand même un peu la question des disciplines, même si l'histoire, comme la musicologie, sont à la fois des disciplines identifiées, constituées, identifiables, mais dont les déplacements de frontières et les emprunts de méthodes ou de problématiques sont de plus en plus fréquents. Et cette évolution entraîne en fait tout un tas de réflexions nouvelles sur justement les modes de production des connaissances en sciences humaines et sociales, avec l'émergence d'une histoire qu'on appelle une histoire socio-culturelle de la musique, dite savante, puisqu'on est tous les deux plus à travailler sur la musique savante, une histoire socio-culturelle qui voudrait justement se réduire ni à l'analyse de l'œuvre écrite, ni à la seule étude des contextes, mais qui va considérer le fait musical comme un espace de socialisation qui précède du reste toute relation individuelle à la musique, donc l'idée d'un collectif qui met en œuvre des compositeurs, des espaces de production, des chaînes de tradition, un environnement politique, un milieu professionnel, des médiateurs également, critiques, médias, radio donc, et un public enfin. Et Nicolas Donin, à cet égard, incarne selon moi ce mouvement parce qu'il traite des œuvres et des pratiques dans cette démarche de musicologie empirique, qui est un terme qui n'est pas encore très usité et qui pourtant laisse ouvrir un champ. Et je pense que Nicolas, ce serait intéressant qu'on puisse le confronter justement à la démarche de l'historien qui lui aussi s'appuie sur des terrains empiriques pour avancer dans son enquête. Cela posé dans des périodes de l'histoire suridéologisées, comme c'est le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, avec ce cas limite que représenterait le régime national-socialiste, dont Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy rappelaient dans Le mythe nazi, il paraphrasait ici Walter Benjamin, qu'il n'a pas seulement représenté une esthétisation de la politique, je les cite, à laquelle il eût été suffisant de répondre à la manière de Brecht par une politisation de l'art, mais une fusion de la politique et de l'art, la production du politique comme une œuvre d'art. Si bien que pour ces lectures suridéologisées, il convient quand même à mon sens d'opérer des choix, les œuvres devenant un sujet en propre, avec une mise en tension exacerbée entre leur régime propre, l'intentionnalité de leurs auteurs et bien sûr toutes les appropriations symboliques qu'en font les différents producteurs d'idéologie, que ce soit le régime national-socialiste dans l'Allemagne nazie et dans la France occupée qui va nous occuper aujourd'hui, le régime de Vichy, l'occupant allemand, les milieux collaborationnistes et également les médias, tous les relais de ces producteurs d'idéologie. Mais alors que l'étude de cette mise en tension pourrait en soi être intéressante, elle pose selon moi quand même tout un ensemble de problèmes méthodologiques, dont le premier réside dans la difficulté à délimiter les multiples champs de production idéologique qui vont se juxtaposer et interagir dans ces différents espaces relativement fermés de l'occupation. La zone occupée, la zone libre, les espaces institutionnels, les espaces du concert, les espaces radiophoniques. Et d'autant que cette interdépendance-là s'est doublée d'un jeu complexe de relations entre les pouvoirs en place, le champ musical, et que cette interaction doit être interrogée non seulement dans son degré d'autonomie, et ce degré d'autonomie doit être sans cesse réévalué en portant attention justement à ce haut degré d'interaction entre les acteurs. De même, à partir de quel degré d'appropriation et d'usage idéologique des œuvres peut-on parler d'une musique
politique, dès lors que la fabrique des œuvres musicales implique toujours, comme j'en parlais au tout départ, de tenir compte de leur mise en contexte. Et ce, alors que la musique est elle-même un contexte de sens qui ne se réfère pas à un schème conceptuel comme le langage, par exemple, pour paraphraser Barthes qui dit que la littérature est condamnée au sens. Hegel, dans son esthétique, lui souligne justement l'intériorité abstraite de la musique, fondamentale. Il dit que de tous les autres arts, la musique possède la plus grande possibilité de s'affranchir non seulement de tout texte réel, mais aussi de toute expression d'un contenu déterminé, pour se contenter d'une succession de juxtapositions, de changements, d'oppositions et de médiations, et de s'enfermer ainsi dans les limites du domaine purement musical des sons. À cet égard, il s'avère hasardeux de vouloir mesurer l'impact sur l'opinion de toutes ces relectures idéologisées de la musique. Si bien que dans mon travail, que ce soit durant ma thèse, mais aussi dans le livre qui va paraître, j'ai préféré choisir de me tenir prudemment à distance de cette histoire dite politique de la musique sous l'occupation, qui tourne quand même toujours, encore une fois, autour du vieux débat sur l'autonomie de l'art ou de sa soumission politique. Je me suis davantage intéressée donc à l'action des acteurs, comme vous le disiez, et au régime d'exécution des œuvres. Ici, je rejoins plutôt un philosophe comme Rancière, pour qui les arts ne se prêtent jamais aux entreprises de domination, comme il le dit, ou de l'émancipation, que ce qu'ils peuvent prêter soit tout simplement ce qu'ils ont en commun avec elles, des positions et des mouvements des corps, des fonctions de la parole, des répartitions du visible et de l'invisible, et l'autonomie dont ils peuvent jouir ou de la subversion qu'ils peuvent s'attribuer repose sur la même base. Si bien que, traitant d'une question d'ontologie sociale, être musicien sous l'occupation, je me suis attachée très concrètement à des situations d'action dans quelques réseaux choisis de production de la musique. Tout ça pour offrir un cadre plutôt d'action multisituée, dans le sens de l'anthropologue Georges Marcus, qui évoque les différentes façons de pister les objets d'étude. On peut le suivre par les acteurs, par la métaphore, par le récit, par l'intrigue, par la biographie. Et je me suis trouvée, moi, avec un souci permanent de restituer, à partir de l'analyse de ces situations, dans ces lieux choisis, de resituer l'arrière-plan évidemment complexe des artistes et de leurs institutions prises dans la tourmente de la guerre. D'où le titre que j'ai retenu ce soir, pour exposer un peu ma démarche, Penser l'action musicienne donc en situation d'occupation. Et je proposerai de l'aborder ce soir au prisme d'une triple exceptionnalité. On verra tout à l'heure que ce postulat de départ, de vouloir à tout prix revendiquer l'exceptionnalité, pourra être mis à mal, un peu bousculé, voire contredite par Nicolas tout à l'heure. J'ai voulu tout d'abord, dans un souci tout simplement didactique, d'exposer l'exceptionnalité réelle du régime d'occupation de la France au regard des autres pays de l'Europe occupée, avec ce maintien unique d'un gouvernement et d'un territoire coupé en deux. Découlant directement de ces modalités d'occupation exceptionnelles, j'évoquerai dans un deuxième temps cette entreprise extrêmement savante et pensée, concertée par l'occupant allemand, de décontextualisation des œuvres. J'y reviendrai, que ce soit dans leur régime d'exécution, mais aussi de façon plus subtile dans leur régime esthétique, avec la création de tout un socle commun constitué de compositeurs familiers aux Français et aux Allemands, Bach, Mozart, Beethoven, Debussy, Ravel. Enfin, penser l'action musicienne sous l'occupation nécessite, selon moi, d'aborder le monde de la musique comme un monde social dont il convient de souligner la singularité. Donc, vous voyez que pour ces trois points, je vais avoir tendance à tirer la musique en dehors des autres champs artistiques. Tout ça est évidemment très, non seulement factice et un peu surjoué, et en même temps je pense que ce sera intéressant ne serait-ce que de borner un petit peu et de vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai eu tendance à sursingulariser le champ musical. Tout d'abord, donc, ce régime d'exception qu'est l'occupation française par les Allemands. C'est Jean-Pierre Azéma, qui était donc mon directeur de thèse, c'est le premier qui a initié dans les années 90 un séminaire sur les rapports occupants-occupés,
C'était dans une perspective historique très large. Il y avait des communications sur les guerres napoléoniennes jusqu'à la guerre d'Algérie. Et son idée était vraiment de saisir la singularité des régimes d'occupation jusqu'au phénomène de fraternisation qu'on avait rencontré durant la Grande Guerre quand des soldats allemands et des soldats français se trouvaient dans des situations de proximité. Et justement, j'avais envie de vous lire un court extrait d'un très très beau livre de William March, Companica, qui est une forme de chronique, de récit de soldats, évidemment un peu romancé, et chaque regard de soldat nous renvoie à un moment particulier de cette guerre, ces soldats allemands arrivant sur le territoire national. Et donc le soldat Plez Yance, je ne sais pas comment ça se prononce, écrit ceci. « On devait nous attribuer un secteur tranquille pour une fois, et en vérité c'est bien ce qu'on a eu. Derrière nous se trouvait la ville de Pont-à-Mousson. Devant nous coulait la Moselle, et de l'autre côté du fleuve, les Allemands étaient dans leurs tranchées. La nuit, où on a pris la relève, les Français nous ont expliqué les règles du jeu et nous ont demandé de les respecter. Le matin, les Allemands pouvaient descendre au bord de l'eau pour nager, faire la lessive ou ramasser des fruits dans les arbres de leur côté du fleuve. L'après-midi, ils devaient disparaître et on avait toute liberté de nager, de jouer ou de manger des prunes de notre côté à nous. Ça marchait impeccablement. Un matin, les Allemands nous ont laissé un mot où ils s'excusaient de devoir nous informer qu'on allait être bombardés ce soir-là à 10 h et que le tir de barrage allait durer 20 minutes. Et ça n'a pas raté. L'artillerie a ouvert le feu, mais tout le monde s'était replié d'1 kilomètre vers l'arrière et est allé se coucher, et il n'y a pas eu de mal. On a passé 12 jours magnifiques stationnés près de la Moselle. Et puis, à notre grand regret, on a levé le camp. Mais on avait tous appris une chose. Si les hommes de rang de chaque armée pouvaient simplement se retrouver au bord d'un fleuve pour discuter calmement, aucune guerre ne pourrait jamais durer plus d'1 semaine. Sartre aussi, à la Libération, a pointé, non sans un certain courage, tandis que se mettait en place toute la fiction légale d'une France résistante, Sartre a pointé cette singularité radicale des situations d'occupation. Pour lui, ces situations d'occupation avaient substitué à des représentations assez binaires de l'ennemi combattant, donc derrière une ligne de feu, avaient substitué des figures autrement plus insaisissables de soldats allemands qu'on avait côtoyés dans la rue, dans les salles de spectacle, au métro, au cinéma. Et il écrit « Sans doute les aurions-nous tués sans pitié si l'ordre en avait été donné. Sans doute gardions-nous la mémoire de nos rancunes et de notre haine. Mais ces sentiments avaient pris un tour un peu abstrait, et il s'était établi à la longue une sorte de solidarité honteuse et indéfinissable entre les Parisiens et ces troupiers si semblables au fond aux soldats français. Une solidarité qui ne s'accompagnait d'aucune sympathie, qui était faite plutôt d'une accoutumance biologique. Sartre concluant que le concept d'ennemi n'est tout à fait ferme et tout à fait clair que si l'ennemi est séparé de nous par une barrière de feu. Tel est en tout cas le premier aspect de l'occupation, qu'on s'imagine donc cette coexistence perpétuelle d'une haine fantôme et d'un ennemi trop familier qu'on n'arrive pas à haïr. Et c'est cette expérience de l'autre, de l'étranger, comme jeu de l'altérité et de l'identité, qu'on retrouve d'ailleurs chez Husserl, eh bien c'est cette expérience qui s'enrichit donc d'une nouvelle catégorie d'analyse, celle de l'espace, comme lieu pratiqué, selon la distinction entre espace et lieu établie par Michel de Certeau. C'est parce que l'ennemi n'est plus séparé de nous par une barrière de feu qu'il vient bousculer toutes ces catégories du lointain, du proche, du familier, de l'étranger, et fait dès lors éclater tous les cadres de référence de cette ancienne haine. Et cet effet de brouillage, évidemment, n'aurait pas beaucoup d'incidence s'il n'avait été justement orchestré par une stratégie culturelle mise en œuvre par l'occupant qui, très tôt, a entrepris de tendre à la France, a servi, je cite, le flambeau de la réconciliation par l'art. Ce sont des terminologies qu'on trouve dans bien des rapports d'activité envoyés à Berlin par les différents producteurs d'idéologie installés sur Paris. Et cette fiction d'un art dépolitisé, d'un art sans patrie, en somme, a participé d'un mode d'occupation savamment élaboré dans les plus hautes instances du Reich, puisqu'on retrouve dans les archives allemandes de Berlin beaucoup de notes qui témoignent de cette pensée en amont et bien avant même l'arrivée des troupes allemandes, eh bien ça signe un régime d'exceptionnalité réelle au regard des autres pays de l'occupation, des autres pays sous domination allemande. Cette situation unique d'un armistice, un gouvernement,
deux zones, un gouvernement français qui jouit quand même d'une liberté d'action relative, et puis surtout des troupes peu présentes. Donc une contrainte militaire importante, puisque l'Allemagne nazie est engagée sur d'autres fronts, et elle a besoin d'assurer une certaine paix sociale. Et cette exception politique et militaire dont je vous parlais va se doubler donc très naturellement d'une exception culturelle. L'occupant va adopter pour la France une ligne relativement souple si on la compare aux autres pays de l'Europe occupée. Donc je me suis évidemment intéressée à d'autres pays comme la Pologne par exemple, où la vie culturelle est réduite à néant. Il en est de même en Belgique, où l'administrateur militaire pour la Belgique et les territoires du Nord va lui entreprendre une profonde refonte des institutions culturelles. La Hollande aussi, qui capitule en mai 40, elle va être placée directement sous influence du parti nazi et de la SS. Si bien qu'on pourrait se dire qu'en France, le régime d'occupation pourrait être tout à fait à la mesure de ce qui se passe, d'autant plus qu'on sait que Hitler souhaite l'asservissement de la France et que l'occupation militaire qui va se mettre en place va être doublée d'une occupation économique effroyable et d'une exploitation très brutale. Certes, les Allemands, obsédés par la prééminence culturelle française, vont entendre mettre fin à ce rayonnement culturel et ils considèrent aussi que les prestations qu'ils vont pouvoir apporter par leurs propres artistes va assurer le bien fondé de cette revendication. Hitler veut asservir la France, c'est sûr, et pourtant, Laurence Bertrand d'Orléac, dans L'Art de la défaite, cite un extrait du journal de Cocteau, qui est assez intéressant, qui affirme que 6 semaines avant la défaite de la France, Hitler aurait annoncé au sculpteur, à son grand sculpteur Arnaud Breker, « La France ne veut pas me comprendre, j'ai tout fait pour lui donner la main, elle me croit un peintre en bâtiment, un garçon coiffeur. Or, je ne veux pas qu'on casse Paris, je ne veux pas que les Français cassent Paris, je ne veux pas que les Anglais cassent Paris. C'est moi qui défendrai Paris. Je donne rendez-vous à Paris dans 6 semaines, je n'y entrerai pas avec des généraux, j'y entrerai avec mes artistes. » Et c'est vrai que Paris va sembler être une espèce de symbole aménagé. On va voir beaucoup de films, par exemple de propagande, montrant Hitler, visitant les grands monuments entourés d'Arnaud Breker. Donc il y a toute une imagerie qui va circuler dans toute l'Europe occupée de ce souci, de ce soin des occupants allemands de ménager la France et notamment cette ville parisienne. Et on va surtout assister à une réouverture extrêmement rapide, à une reprise très rapide de la vie culturelle à Paris et dans toute la France, orchestrée par les Allemands. Cinéma réouvert dès juin 1940, dès le 16 juin 1940, donc 10 jours après l'entrée. Cabaret, music-hall qui ouvrent, les théâtres aussi, l'Opéra Comique le 22 août, le Palais Garnier le 24 août, la Comédie Française le 7 septembre, puis tous les théâtres, Odéon, Chaillot, Vieux-Colombier. Cette reprise rapide, elle est assurée par différentes instances présentes dans la France occupée. On a souvent parlé du caractère polycratique de ces instances qui entrent en rivalité les unes avec les autres, mais ça n'est pas tellement le sujet. Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on a souvent parlé de la francophilie affichée de l'ambassade d'Allemagne et de son ambassadeur Otto Abetz, contre une volonté beaucoup plus d'asservissement menée par le ministère de la propagande du Reich, Joseph Goebbels. En réalité, des travaux récents, dont ceux de Barbara Lambauer, ont mis à mal cette francophilie affichée d'Abetz. Tous ces hommes, hormis certains grands gradés de la Wehrmacht, dont on verra qu'ils ont rechigné, renaclé, voire même ont été inquiétés parce qu'ils ne voulaient pas suivre tous les ordres de la Propagandaabteilung et des services de la SS, les hommes autour d'Otto Abetz restent quand même des partisans inconditionnels du régime national-socialiste, dans lequel ils perçoivent enfin la possibilité de redonner la place qu'elle mérite à cette Allemagne qui aurait été un peu trop écrasée par l'arrogante France. Donc, dans cet ambitieux dispositif culturel allemand, mon travail a consisté à mesurer en quoi la musique avait été un outil essentiel dans cette politique d'occupation culturelle. Et cette politique, grâce aux archives allemandes, est attestée. Il y a un véritable engouement
pour la musique. L'Allemagne n'était pas le pays de la musique, hein, comme le programme une affiche Deutschland, das Land der Musik, une affiche de Lothar Heinemann. On voit un orgue imposant, j'aurais pu montrer l'image d'ailleurs, un orgue imposant érigé en symbole de l'État allemand qui se confondait avec l'instrument roi, donc cette espèce d'image d'édification d'une Allemagne musicale. Et pourtant, suivant justement les préventions d'Hitler, la domination culturelle voulue par les Allemands va être masquée par toute une stratégie de neutralisation politique de l'art, l'objectif étant bien de démontrer que la culture ne serait pas mortellement frappée par la domination germanique. On retrouve d'ailleurs un document de la France libre, hein, donc de résistants, qui ont bien conscience que les Français accepteraient plus aisément la défaite et la servitude s'ils pouvaient penser que du moins ils sauveraient dans l'art et la littérature leur liberté, leur droit de création. Si bien que l'entreprise de dépolitisation de la grande musique a représenté l'un des modes les plus aboutis du dispositif allemand de manipulation idéologique de l'art. Art sans langage, donc sans frontières, permettant des manifestations plus spontanément internationales que le théâtre ou la littérature. La musique représentait en fait une sorte de catégorie de l'universel, comme le dit Esteban Bour dans son ouvrage sur la 9e de Beethoven, à même d'opérer cette fameuse conversion à la langue allemande. Là, c'est une terminologie qu'on retrouve encore une fois dans de nombreux rapports de propagande. Donc j'avais envie de me pencher un tout petit peu sur cette notion de décontextualisation des œuvres qui va contribuer à faire fonctionner les œuvres, hein, pour reprendre la terminologie de Nestle Goodman, quand il distingue la simple réalisation, exécution d'une œuvre, et tout ce qui contribue à la faire fonctionner, soit tout le rendement social de l'œuvre. Évidemment, cette décontextualisation va permettre de conduire les acteurs, les différents acteurs, auditeurs, interprètes, à reléguer au loin le temps de ces moments de musique, hein, un contexte politique surchargé. Cette notion de décontextualisation renvoie tout d'abord à ce fameux temps suspendu du moment de musique, où n'entrera en action que la vérité supposée des œuvres et l'émotion des musicales en découlant. Il y a toute une littérature sur cette notion du temps suspendu, et j'aimerais soumettre aussi cette notion et cette singularité du temps de la musique par rapport à l'expérience esthétique au théâtre ou devant des œuvres picturales. Il y a un texte assez intéressant d'Alfred Schütz qui date de 1944, qui est intitulé « Fragments pour une phénoménologie de la musique », un texte dans lequel le philosophe allemand souligne que la dimension du temps où vit l'auditeur n'a rien à voir avec le temps de l'horloge. Je le cite. « Son attention à la vie a été exilée de son royaume. Dans la terminologie de Bergson, sa tension de conscience s'est modifiée. Il vit maintenant sur un autre plan de conscience. Quand le chef lève sa baguette, le public fait un saut, au sens de Kierkegaard, d'un niveau de conscience à un autre. Ils ne sont plus engagés dans le labyrinthe des activités nécessaires, au commerce avec les hommes et avec les choses. Ils acceptent d'être guidés par la musique afin de relâcher leur tension et de s'abandonner à leur flux, celui de leur courant de conscience dans le temps interne. » Pour décrire cette forme d'entente primordiale entre ces trois grands partenaires du concert, le compositeur, l'interprète et l'auditeur, Schütz va même utiliser la notion de présent vivant, où il dit que les consciences distinctes se reconnaissent réciproquement et immédiatement dans leur commune mise en présence. Et si bien que, si l'on suit cette hypothèse, on peut considérer que les lieux de musique et leurs scènes se distinguent des autres espaces publics de l'occupation, rue, métro, café, dont je parlais tout à l'heure, et offrent un point d'entrée privilégié pour observer ces populations vaincues et occupées, mélangées à leurs vainqueurs, que décrivait Sartre dans son texte datant de 1945. Il convient en outre d'apporter à cette expérience et à ce présent musical qui déferait notre rapport au monde tous ces jeux d'interaction sociale qui lient les différents coparticipants de cette expérience musicale du concert, à savoir donc ce compositeur, cet interprète, cet auditeur. Schütz, lui, qualifie cette relation de syntonie, mutual turning in relationship. Elle-même, cette relation de syntonie, elle-même régie par des schèmes de référence communs, déterminés par des habitudes d'écoute et des traditions d'interprétation d'un genre musical identifié, musique dite savante. Or, si l'on porte attention à la programmation des concerts sous l'occupation, organisés par l'occupant, hein, il apparaît nettement que l'occupant a très nettement cherché à définir des marqueurs esthétiques
qui était censé supposer délimiter ce qu'on pourrait appeler le degré d'assimilabilité du répertoire allemand par les Français. Exit toute la musique contemporaine allemande, évidemment, même des œuvres d'Anton Bruckner, qu'on considère trop difficiles pour le public français. On enlève Max Reger, on enlève Hugo Wolf, des compositeurs contemporains qui, même en Allemagne, n'ont qu'un cercle restreint d'auditeurs et d'amateurs. Donc, il s'agit bien de s'assurer un succès public des concerts organisés par l'occupant qui mobilisent des fonds et des moyens considérables que les Allemands mobilisent et qui soustraient de fait à l'effort de guerre militaire. Et on va en voir aussi beaucoup de compositeurs appréciés par les mélomanes français dans l'entre-deux-guerres, à savoir Mozart, Beethoven, mais aussi Bach, Haydn, Schumann ou Schubert. Il n'est pas douteux que toute cette entreprise de décontextualisation des œuvres dans leur régime d'exécution, comme je le disais, mais aussi donc, de façon plus subtile dans leur régime esthétique, avec cette création d'un socle musical commun, a contribué donc à faire fonctionner ces œuvres comme un pur enjeu de musique, a conduit très certainement les acteurs, les auditeurs, les interprètes à reléguer au loin, et on trouve beaucoup de témoignages allant dans ce sens, même chez des compositeurs résistants, a contribué à reléguer au loin un contexte politique surchargé. D'ailleurs, les services allemands tentent de limiter au maximum les démonstrations d'un art germanique. Ils vont interdire pendant 1 an à l'Opéra de Paris toutes les œuvres germaniques, aux grandes dames du directeur de l'opéra de l'époque, Jacques Rouchet, qui lui n'a pas du tout envie de se délester des œuvres de Gluck, des chefs-d'œuvre de Mozart, et qui voudrait vraiment pas uniquement montrer de la musique française. Et en tout cas, ils vont, eux, s'employer vraiment à masquer le caractère propagandiste de tous ces concerts. Si bien qu'à rebours de toutes les représentations forgées ex post d'une nuée wagnérienne et de l'arrivée en force du répertoire de Wagner pendant l'occupation, on peut plutôt parler à bon droit d'une rentrée wagnérienne orchestrée par les institutions françaises, les associations symphoniques offrant une espèce de festival Wagner dès septembre 1940, anticipant en cela très nettement sur les désirs des Allemands. Venant enfin s'ajouter à cette entreprise de décontextualisation des œuvres, les vainqueurs vont entreprendre de créer une sorte d'illusion de ce que moi j'ai appelé une scène partagée entre occupants et occupés, qu'on pourrait délimiter par l'action de 2 grands leviers: la réactivation sur le plan esthétique de l'ancienne affectivité franco-allemande, puis la mise en scène de l'idée européenne, qui déjà dans l'entre-deux-guerres avait sous-tendu beaucoup d'échanges entre la France et l'Allemagne. Tout d'abord donc la scène partagée, cette notion de scène partagée. Elle est d'autant plus efficace qu'elle repose sur la réalité d'un espace du concert qui s'était constitué dès le XVIIIe siècle et dont l'axe franco-allemand s'était renforcé après la Première Guerre mondiale. Et le vainqueur, pendant l'occupation, va n'avoir de cesse que de convoquer cette longue tradition d'échange dans le domaine de la musique. Le choix même des artistes invités à se produire en France est tout sauf fortuit. Ce sont des artistes acclamés dans l'entre-deux-guerres qu'on va retrouver dans les concerts à Paris. Wilhelm Kempff, pianiste, Walter Gieseking, Walter Rummel. Des récitals donnés à l'opéra Salle Pleyel ou au Palais de Chaillot avec ces artistes font évidemment salle comble. Quant aux tournées de la Philharmonie de Berlin, qui était un rendez-vous régulier, annuel, pour tout le public parisien et européen, eh bien, les tournées reprennent très naturellement et la Phalange, qui est devenue l'orchestre officiel quand même du Reich, poursuit tout son périple européen de façon assez naturelle et tranquille, va se rendre en Hollande, en Belgique et en France. Ce souci de continuité s'illustre également dans les hommes en charge de la politique culturelle, que ce soit Karl Epting, qui était le chef de la section parisienne de l'Office allemand d'échanges universitaires avant-guerre, qui peut donc tirer profit de son expérience d'avant-guerre dans le travail de propagande culturelle. Il y a aussi l'adjoint d'Otto Abetz, Rudolf Schleyer, qui lui avait fondé la Société franco-allemande des villes hanséatiques, si bien que il n'est pas difficile pour tous ces acteurs, avec en plus le formidable attrait que représentent ces grands concerts de la collaboration, il n'est pas difficile d'alimenter cette fiction d'une scène partagée à une autre fable de la collaboration franco-allemande, qui est celle de l'idée européenne.
Cette dernière assurait la continuité avec les mouvements pacifistes et pan-européens de l'entre-deux-guerres. Évidemment, elle sert une toute autre fin dans la France occupée. Elle est un argument de poids pour faire céder le chauvinisme du milieu musical, par exemple, en fondant l'horizon attrayant d'une musique européenne. La presse européenne s'engouffre dans cette brèche et on a pléthore d'articles qui vont vanter cette Europe de demain, je cite Fernand Demeure, qui, quoi qu'on en dise, ne ressemblera plus à celle d'hier, car il conviendra de songer d'abord à multiplier ses échanges artistiques, si habiles à nous révéler par le jeu des notes ou par celui des couleurs et des lignes, l'âme même parfois secrète de l'étranger. Fernand Demeure, de conclure, un nom d'artiste peut être un ralliement, un chef-d'œuvre peut être un drapeau. Donc on va retrouver des compositeurs très emblématiques, évidemment, de cette idée européenne, dont Beethoven. Esteban en a beaucoup parlé dans ses travaux. Beethoven ultra nationalisé dans l'Allemagne nazie, qui va être vraiment un des compositeurs les plus célébrés dans la France occupée, qu'on va retrouver notamment dans un orchestre créé de toutes pièces par la radio allemande d'occupation française, Radio Paris, donc totalement contrôlé par les Allemands, mais animé entièrement par des Français. Et on verra que la programmation de ce grand orchestre, essentiellement avec des œuvres de Beethoven ou de Mozart. Si bien que cette scène de la musique dont je parle beaucoup à l'heure allemande existe par les hommes, par les compositeurs, par des lieux aussi, puisqu'on peut presque se représenter une topographie des grands lieux de la collaboration, que ce soit évidemment l'opéra, puisque l'occupant il bénéficie de places à tarif réduit et d'une jauge même qui lui est directement accordée, la salle Pleyel, le théâtre des Champs-Élysées où sont donnés justement les grands concerts du Grand Orchestre de Radio Paris, auquel il faut ajouter un nouveau lieu, le théâtre du Palais de Chaillot. Et ce théâtre du Palais de Chaillot contient 3500 spectateurs. Donc ça permet vraiment de mettre en place des grands-messes avec tous les grands solistes internationaux, les grands chefs, le jeune Herbert von Karajan, qui déjà d'une star outre-Rhin, va venir diriger au Palais de Chaillot. On verra jusqu'au dernier concert de la Philharmonie en juillet 1944, donc après le débarquement, on verra encore cette salle comble, mêlée de Français et d'Allemands, et qui resteront même après le couvre-feu. Donc on voit bien que cette situation d'un pays occupé aux 3/5 de son territoire par des soldats allemands passionnément mélomanes ouvre une infinité de questions qui ne recoupent pas forcément, en tout cas pas immédiatement, celles qui sont posées dans d'autres champs artistiques, arts plastiques, théâtre ou littérature. Car si on retrouve dans d'autres champs également cette réactivation opportune de l'ancienne affectivité franco-allemande, la mise en scène de l'idée européenne, la barrière de la langue interviendra toujours. Donc les Allemands auront toujours du mal à exporter les pièces de théâtre en allemand, même s'ils proposent des traductions. Les théâtres français seront quand même toujours tentés de renacler. Ça n'a rien à voir donc avec la situation de la musique. Cela posé, quelle est la réalité de cette communauté musicale franco-allemande qui, somme toute, n'est décrétée que par des régimes d'autorité, l'occupant allemand, le régime de Vichy, la presse collaborationniste? Est-ce qu'elle ne renvoie pas tout simplement à une communauté forcée sur laquelle l'occupant a désormais la main, parce que c'est lui qui contrôle les espaces de reconnaissance internationale, qui délivre ou non des visas, il contrôle les lieux, il contrôle les papiers, il contrôle les carrières, avec les ordonnances ensuite à l'encontre des artistes juifs. Ensuite, une autre question qui se pose pour l'historien, comment est-ce qu'on peut faire revivre le cadre singulier de ces concerts? On ne peut pas se limiter en termes de rayonnement médiatique, ça conduirait forcément à un défaut de perspective, puisque les recensions dans la presse ou à la radio sont éminemment biaisées. On pourrait s'en tenir à des mesures objectives de fréquentation, évidemment, des salles, à travers des chiffres de billetterie. Et à Paris, comme dans la zone occupée comme dans la zone libre, on sait que les spectacles au cinéma comme au théâtre ont été des lieux de sociabilité vitaux. Quelque chose que moi j'ai découvert en écoutant un entretien du compositeur Louis Betz qui disait « Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ?» Puisqu'il y avait le rationnement, on ne pouvait plus inviter à dîner chez soi.
Donc le lieu où l'on pouvait se retrouver, c'était la salle de concert. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé aussi nettement, que cette frénésie de spectacle dont parle Michel Léris dans son journal s'explique aussi tout simplement parce que c'est le seul lieu où on peut rencontrer les autres, non plus autour d'une bonne table, mais autour d'un spectacle, avec en plus parfois la possibilité de salles chauffées expressément par les Allemands. Une stricte logique idéologique ne nous permet pas plus d'expliquer ces configurations particulières de ces grands concerts de la collaboration, puisque tous les discours d'escorte dont je vous parlais tout à l'heure ne servent qu'à recontextualiser a posteriori ces moments de musique. On se rend compte que même les textes de la résistance, quand ils critiquent cette culture qu'ils appellent cette culture d'évasion, n'ont que peu d'impact, car de fait, il n'a pas été si simple de résister à l'attrait de ces grands concerts de collaboration. J'ai mentionné dans mon livre un témoignage assez édifiant du compositeur Jean Prodromides, qui faisait partie du Front national des lycéens, donc engagé dans la lutte armée très tôt, proche de Maspero. Et Prodromides dit qu'il ne pouvait pas résister à l'attrait de ces concerts de Radio Paris. Il savait qu'il allait vraiment dans la gueule du loup, dans l'antre de la collaboration, mais il allait quand même. On peut citer aussi Jean Lacouture dans ses mémoires, qui se trouve à Bordeaux, et conspué par sa mère qu'il cite gaulliste intransigeante, et lui ne peut pas s'empêcher non plus d'aller écouter les grands concerts au Grand Théâtre de Bordeaux. Donc on voit bien que ce caractère situé, socialement construit du concert peut faire coexister tout un cadre d'analyse et d'appréciation totalement contradictoire. Il peut même y avoir plusieurs types d'appréciation. Une seule œuvre, un Péléas et Mélisande de Debussy, peut être appropriée à la fois par les Allemands, par le régime de Vichy et par la presse résistante. Si bien qu'il n'y a pas véritablement de réponse univoque dans les questions qu'on peut se poser sur l'occupation, que j'ai un petit peu mentionné dans le petit texte de présentation qui vous a été envoyé, à savoir, est-ce que écouter engage ? Et si écouter, c'est agir, jusqu'où il faut élargir cette notion de scène? Est-ce qu'elle doit englober ceux qui écoutent et ceux qui jouent dans une même chaîne de responsabilité? Est-ce que, effectivement, tout le spectacle de ces populations vaincues faisant la queue dans les grands théâtres à Paris n'a pas offert une image forte de cette nouvelle Europe des cultures prônée par les Allemands? Est-ce qu'on peut parler d'une musique collaboratrice? Est-ce qu'on peut parler d'une musique résistante? Autant de questions qui, en fait, renvoient à ces situations d'action dont je parlais au tout début et invite à tendre vers une démarche d'anthropologie historique qui prendrait ses distances avec certains outils analytiques trop souvent convoqués, à mon sens, dans l'historiographie habituelle de la Seconde Guerre mondiale. Parce que, comme le souligne à juste titre le sociologue Bernard Lahire dans son ouvrage « La culture des individus », certains concepts logiques visant à apporter des éléments d'intelligibilité du monde social, finissent en fait par devenir une forme de routine intellectuelle sur laquelle un retour réflexif est indispensable. Et je pense que peut-être qu'on est à un mouvement, on est à un tournant en ce moment pour retravailler cette histoire de la Seconde Guerre mondiale en essayant de nous déprendre un peu de tous ces concepts qui finissent par devenir un peu creux et de revenir à des situations d'action plus concrètes en essayant de comprendre des logiques d'acteurs. Je pense notamment, dans mes critiques, à cette notion d'accommodation qui a été tout le temps évoquée dans l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant une belle notion, en demeurant forgée par Philippe Burin, qui est un grand historien suisse, un livre qui s'appelle « La France à l'heure allemande », qui est une espèce de référence absolue. Et il part du principe que la majorité des Français n'a fait que subir, plier et ajuster son comportement en conséquence. Si bien que Burin, lui, il entreprend de catégoriser ces différentes formes d'ajustement de l'immense majorité face à la force triomphante. Donc des formes d'ajustement qui va étendre jusqu'à l'engagement aux côtés des vainqueurs, donc jusqu'à la collaboration active politique. Sans contester la validité heuristique de ce concept pour évidemment appréhender toute cette gradation des formes de collaboration, je pense qu'elle est absolument problématique, voire même impropre, pour catégoriser les formes d'adaptation contrainte d'un monde de l'art soumis à des investissements concurrents de deux régimes, le régime de Vichy et l'occupant. D'ailleurs, dans un essai paru en 2011, l'historien Pierre Laborie, un ouvrage intitulé « Le chagrin et le venin », faisait un sort à ce concept élastique d'accommodation qui, d'après lui, mettait trop clairement l'accent sur l'acceptation de l'occupation, sur un assentiment exprimé à des degrés divers, mais globalement massif.
Surtout, ajoutait Laborie, Burin relie, comme allant de soi, le principe d'accommodation à l'occupation à travers le prisme de la collaboration. Cela entraîne évidemment un biais contestable, car la collaboration a été, on le sait, une préoccupation seconde chez les Français, soucieux d'abord de se nourrir. Plus grave encore, l'accommodation, dans la même catégorie d'analyse que cette adaptation contrainte qui a été conceptualisée par un autre historien, François Marcot, elle vise tout au contraire à appréhender des conduites de nécessité, des stratégies de contournement, des pratiques de survie. Si bien que j'ai cherché, comme je le disais dans mon introduction, à m'attacher justement très concrètement à ces situations d'action en faisant se croiser à la fois des institutions. Donc je me suis beaucoup intéressée à la radio, à l'opéra, au conservatoire. J'ai choisi des individus un peu remarquables, la compositrice communiste Elsa Baren, le compositeur vichisto-résistant, pas compositeur, disons ingénieur musicien Pierre Schaeffer, qu'on pourrait classer du côté des vichisto-résistants, des lieux de musique aussi, et tout ça dans le souci de restituer donc cet arrière-plan beaucoup plus complexe que les catégories, les outils utilisés par Philippe Burin nous permettaient d'aborder. Parce qu'il importe de penser toujours, quand on réfléchit à la notion d'occupation, c'est l'immense traumatisme originel qu'a constitué la défaite et l'occupation. Une rupture de cadre sans précédent. Et on retrouve ici ce qu'écrit Goffman dans les cadres de l'expérience, quand il écrit que lorsque nous faisons l'expérience d'une rupture de cadre, quelle qu'en soit la raison, c'est la nature même de nos croyances et de nos engagements qui subitement se trouve bouleversée. Et bien sûr, dans une France occupée aux 2/3, avec cette longue balafre-là d'une ligne de démarcation qu'on ne peut pas franchir pendant plusieurs mois, c'est évident que ce nouveau contexte va créer et modifier en profondeur les schèmes de perception du monde, particulièrement vrai pour le monde de l'art et pour les arts de la scène, qui sont soumis à des contraintes socio-économiques spécifiques, qui, à mon sens, les distinguent des écrivains ou des plasticiens, par exemple, qui sont, pour leur part, affranchis de cette nécessité d'une représentation, d'un lieu donc. Comme je parlais de l'investissement des lieux par l'occupant allemand, on voit que, qu'il soit chansonnier, danseur, musicien classique, comédien, qu'il soit vedette ou membre anonyme de corps constitués des orchestres, tous les interprètes, donc les arts de la scène, sont très dépendants des espaces de la représentation, ainsi que des marchés qui structurent ces espaces de représentation. L'engagement dans les théâtres, le pouvoir des agents, le marché du disque, le système des subventions. Et cette dépendance a entraîné une concurrence extrême qui, là encore, n'a pas eu d'équivalent dans le monde littéraire, ni dans celui des arts plastiques. Il n'est donc pas douteux que ce contexte de crise, de pénurie, a exacerbé ces manifestations de rivalité dans ce monde. Ensuite, on peut aussi opposer à l'activité solitaire de l'écrivain ou du peintre cette dimension collective fondamentale des arts de la scène, un spectacle faisant intervenir une longue chaîne d'agents, divers bien sûr, mais groupés et interdépendants, interprètes, régisseurs, agents, organisateurs de tournées, éclairagistes. Et ce haut degré d'interaction entre les acteurs, qui a été beaucoup étudié par la sociologie interactionniste, notamment par Anselm Strauss ou Howard Becker, nous invite à penser ce monde social comme un monde spécifique, organisé autour d'une activité particulière et structurée autour de chaînes d'interaction qui vont lier les acteurs et dont les représentations vont elles-mêmes en retour agir sur l'identité et les frontières de ce monde. À cet égard, le milieu de la grande musique représente un monde qu'on peut considérer comme socialement très différencié des autres mondes de l'art. Et même si on veut encore créer une sous-catégorie dans cette catégorie, les musiciens classiques, à la différence des artistes de variété ou de jazz, mais aussi des comédiens ou des écrivains, ils sont à cette époque, et encore beaucoup aujourd'hui, les seuls avec les danseurs classiques à être soumis à l'apprentissage précoce de ce que Sylvia Fort appelle le dressage du corps, dans son ouvrage Apprendre par corps, cette sociologie-anthropologie des techniques de danse. C'est en effet effectivement dans une seule institution, au conservatoire pour les musiciens ou à l'école de l'opéra pour les danseurs, que va s'assimiler la convention, le code, tout ce qui va permettre de définir un modèle implicite, un ensemble de décisions, de techniques qui vont permettre d'engendrer une interprétation.
Et c'est ce modèle de la discipline, associé à son éthique de l'effort, du dépassement de soi, qui confère à l'interprétation musicale, comme à la danse, une dimension technicienne que je crois absolument déterminante, puisqu'il y a ce droit d'entrée formel, tout d'abord, qui assure un très, très haut degré de juridiction, dans le sens d'une expertise, d'un domaine de compétence. Ça induit une hiérarchisation sociale extrême, entre d'une part les figures charismatiques que représenteraient les virtuoses ou les chanteuses lyriques, et les chefs d'orchestre aussi, et puis d'autre part la masse anonyme des musiciens ouvriers, ils s'appellent eux-mêmes les musiciens ouvriers. Tout autant cette dimension technicienne constitue la clé de voûte d'un syndicalisme extrêmement puissant, avec une identité collective très forte, des solidarités de corps qui sont tout à fait remarquables, dont on peut là aussi trouver l'origine dans la formation au conservatoire. Il suffit pour s'en convaincre d'ouvrir la porte des conservatoires, encore aujourd'hui, des enfants rentrant très tôt, très jeunes, parfois 9 ans, 10 ans, depuis la province ou l'étranger, une scolarité exigeante ponctuée par de multiples évaluations, concours et premières expériences de la scène à l'occasion des prix. Une socialisation intensive dès le plus jeune âge, avec une soumission au code, à la discipline, à la figure charismatique du maître, à qui l'on obéit, la nécessité de construire des réseaux pour faire carrière, et cela dès le plus jeune âge, pour pouvoir se produire au plus vite après le conservatoire. Tout cela, tous ces modes de jeu incorporés, cet exercice corporel dont parle Bourdieu dans le sens pratique, tout cela va structurer évidemment en profondeur les individus et va fonder le groupe. Et c'est cette communauté d'empreintes, pour reprendre le terme de Marc Bloch, de l'historien Marc Bloch, qui constitue selon moi ce cadre d'analyse tout à fait déterminant pour appréhender les comportements des musiciens classiques sous l'occupation. Que ce soit leur stratégie d'ajustement à une situation de crise politique, qui aurait partie liée avec des habitudes, des modes de valeur. Il y a eu des travaux de Philippe Coulangeon, même à l'époque, quand il y a eu les travaux sur les musiciens contemporains de Pierre-Michel Menger, tendaient à souligner un relatif conformisme de ce milieu musical. Donc sans fait, il n'y a pas eu de travaux de sociologie politique du milieu musical classique. On pourrait tout de moins penser qu'il s'éloigne un peu des représentations de la bohème que l'on retrouverait plus dans le monde du théâtre ou des arts plastiques. En tous les cas, il est sûr que les liens d'amitié dans l'espace d'une classe, la prégnance des filiations, maître-disciple, ou encore l'importance des réseaux dont je vous parlais pour faire carrière, constituent autant de clés d'explication pour aborder les modes d'organisation à la fois de résistance, qu'on va trouver dans les grandes maisons d'opéra, et dont je parle effectivement dans mon livre, tout comme les réseaux de solidarité pour cacher les artistes juifs exclus des différentes institutions, et encore, en bout de chaîne, la répugnance réelle des compositeurs et des interprètes, pourtant résistants, à condamner leur père victime de l'épuration. On verra aussi que cette représentation du musicien technicien, qui revient de part en part dans à peu près tous les dossiers d'épuration, ce musicien technicien qui sera en quelque sorte relégué au rang d'un simple exécutant, aura une influence décisive sur la conduite de l'épuration et va contribuer souvent à sortir le musicien du champ de la responsabilité. Voilà, donc j'ai tracé comme ça trois grands thèmes. Je sais que Nicolas, lui, ouvrira d'autres thématiques. Donc peut-être que, Nicolas, je te laisse la parole.